Pour moi, c'était la première fois que j'allais au CES Vegas et on y est allé avec Cécile en se disant, on est allé en touriste, hein, pour être honnête, c'est-à-dire en learning expedition, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes de l'IA, on n'est pas des spécialistes des objets connectés, on est plutôt des spécialistes du futur du travail et du futur de l'apprendre. C'est-à-dire qu'on appartient à une université qui doit penser les diplômes de demain, qui doit penser les nouvelles pédagogies. Et donc, à ce titre, on essaye de comprendre, et on essaie de comprendre dans un domaine particulier qui est le management. Donc, on s'est retrouvés là-bas, au CES Vegas, face à un... Enfin, je connaissais un peu Olivier et j'avais lu qu'il fallait qu'on prépare avant d'y aller. On avait préparé, mais on ne s'était pas attendu à une telle dimension. Parce que même quand vous préparez, la première fois que vous y allez, c'est gigantesque. Donc on a été abasourdi par la taille, on a été aussi abasourdi par le nombre de domaines qui étaient traités. Mais ça nous a rappelé aussi que c'était vraiment centré sur l'objet. On a vu beaucoup de start-up, on a vu plus de 400 start-up françaises également. Et... on avait un peu un sentiment, au bout de quelques jours, d'être au milieu de la junk tech, c'est-à-dire beaucoup de choses qui finiraient à la poubelle, et une poubelle qui est déjà bien pleine, hein, et qui menace déjà notre planète. Donc c'était intéressant de voir la dimension et à la fois affolant. Donc notre mission, c'était de voir l'impact sur le futur du travail. On voulait voir à la fois les profils de start-upers, puisqu'on croit énormément au fait que les business models, les nouveaux business models, impacte les comportements. Et donc, il est intéressant pour nous de voir comment s'opèrent les changements de mindset chez les start-upers et aussi voir ce qui pourrait, dans le futur de nos entreprises, pouvoir être adopté comme technologie. Donc, on y est allé en observation et dans cette observation, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de reproduction. C'est-à-dire que vous attendez au CES Vegas, vous vous dites « Oh là là, je vais être complètement... je vais reperdre tous mes repères. » Ben non, vous ne perdez pas tellement vos repères parce que c'est quand même rangé en segments de marché assez classiques. Il y a le monde des bébés, il y a le monde des enfants, il y a le monde des femmes, le monde des hommes, les seniors. Et je vous assure que vous n'avez pas envie de devenir un senior de Las Vegas puisque on vous a concocté des airbags en cas de chute. Donc vraiment, vous n'avez pas hâte de devenir vieux dans ce type de technologie. On a aussi... comme Olivier, on a lu beaucoup d'études sur le remplacement par les robots du travail humain. Donc on s'est attaché à observer ce remplacement. Et on a vu beaucoup d'outils et de systèmes qui viendraient faire remplacer les métiers à basse qualification. Tous les métiers de la conduite, par exemple, sont forcément menacés par la conduite autonome. On a vu aussi dans les services à la personne, vous savez, souvent on nous dit un truc qui restera, c'est les services à la personne. Mais on a vu beaucoup aussi le marché des services à la personne était particulièrement attaqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens dans le service à la personne et que dans les maisons de retraite, par exemple, on ne mettra jamais assez de soignants que les seniors en auraient besoin pour pouvoir vivre une vie à peu près correcte. On a vu aussi, et ça on le voit depuis 25 ans, c'est la convergence des technologies. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est une amplification de la convergence. On a convergé sur les smartphones. Va-t-on converger sur autre chose à partir du moment où les interfaces of-machine vont évoluer ? C'est une vraie évolution qui est en train de se faire. Et je pense que les choix technologiques ne sont pas encore tout à fait pesés. On ne sait pas très bien encore quels vont être les nouveaux objets convergents. Est-ce que le téléphone portable va disparaître au profit d'autre chose ? Pour moi, c'est pas encore clair. Peut-être que ça l'est pour d'autres, mais j'ai pas très bien vu. On a vu aussi une transformation de l'usage. On a toujours été dans l'automatisation, mais ça s'attaque au-delà de l'automatisation de la vie courante, c'est-à-dire que l'aspirateur et le lave-linge c'est énormément modernisé ces derniers temps. Je le signale, d'autant que maintenant les hommes participent aux tâches ménagères, donc ça peut les intéresser. Mais on a vu aussi qu'on est beaucoup dans la set production, c'est-à-dire qu'à la maison, quand il va nous manquer quelque chose, eh bien, on va le produire. Hein, vous avez moi j'ai un lave-linge qui fuit, bientôt je pourrais imprimer le joint pour pouvoir réparer le lave-linge sans aller chez un revendeur, mais juste en téléchargeant un schéma et en le posant sur mon imprimante 3D. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues. Donc on a vu, juste pour illustrer, donc, des technologies dans le monde des seniors, beaucoup de technologies qui va les équiper pour leur garder de l'autonomie. Bon, c'est des technologies qui peuvent servir pour tous, mais qui, de manière évidente,
appréhendent le senior comme étant une entité en tant que telle. C'est-à-dire que ce sont des inventions de jeunes pour les vieux, et avec une vision de ce qu'est le vieux. C'est-à-dire que pour traiter un Alzheimer, on va vous donner un bracelet anti-chute. Or, un Alzheimer ne chute pas plus qu'un non-Alzheimer. Et son problème n'est pas de chuter, mais plutôt de savoir où il en est de sa journée et de savoir où il va, d'où il vient, puisqu'il lui manque généralement les 10 dernières minutes de sa vie en permanence. C'est compliqué pour lui. Donc, des solutions qui ne tiennent pas vraiment compte de l'handicap rencontré. Dans le monde des enfants, alors, c'était très intéressant, c'est qu'on nous prédit une massification de l'éducation. Bon, ça, on l'a déjà connu, mais une massification de l'éducation via les robots. C'est-à-dire que vous allez avoir des call centers dont l'interface sera un robot éducatif. Et c'est le robot qui sera à la maison avec votre enfant. Et l'enseignant, il sera mutualisé sur 100 000 ou 200 000 ou 300 000 élèves. Et ne sera interrogé par le robot qu'en cas de besoin de réponse spécifique à l'enfant. Mais on considère que l'enfant, finalement, va poser des questions assez classiques, donc on n'aura pas beaucoup besoin d'enseignants. Et puis pour le surveiller, rien de tel qu'un petit robot, même plus besoin d'appeler une babysitter pour aller dîner le soir. Il y aura le robot pour le surveiller. Chez les femmes, bon, déjà, il y avait une sous-représentation des femmes à Vegas, c'est une évidence. Quand on les a rencontrées, par exemple, ces deux jeunes femmes qui ont un outil de surveillance des enfants sur les chaussures, s'ils s'éloignent trop de l'enfant, eh bien, ça bip. Donc, vous dites, mince, il est passé où, dans quel rayon du supermarché ? Un des gros problèmes que rencontrent les femmes, et on a interrogé plein, c'est que leurs projets, on leur demande d'avoir des projets féminins. C'est-à-dire que c'est bien de surveiller l'ovulation, c'est bien de surveiller les enfants, c'est bien de rééduquer le périnée. Par contre, sur des métiers plus masculins, on les attend moins. Et surtout, les investisseurs n'investissent pas, ou quasiment pas, dans les startups féminines. Donc c'est un problème qui perdure. Surreprésentation des hommes, à contrario, il y avait dans l'avion, c'est simple, quand on est arrivé sur le vol de Paris, on était 2 femmes dans l'avion, super, plus les hôtesses, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des stands, mais incroyables dans le monde du sport, de l'automobile, de l'audio, forcément, puisque c'est des marchés plutôt masculins. Et donc, les clients étant essentiellement masculins, on a vu en face essentiellement des stands masculins. Et on voit aussi que c'est un monde développé essentiellement par des hommes, puisque les robots ont des physiques féminins assez avantageux, et souvent on leur donne des postures, des mimiques qui sont très stéréotypées, très sexistes. Et c'était intéressant à voir, de voir que malgré toutes ces innovations, on ne sort pas des schémas classiques. Évidemment, la tendance est au tout connecté. C'est que, de manière évidente, on a remplacé la collecte de data manuelle par la collecte par des capteurs. On a cette chance de pouvoir intégrer des capteurs dans tout. Donc tout est connecté. Et dans le futur qui nous est présenté à Vegas, on ne va peut-être pas tout acheter, mais si on achète aujourd'hui tout ce qui est vendu à Vegas, plus rien dans la maison ne parle pas. Tout peut parler. Ils essayent d'intégrer des environnements, donc on va avoir des stands qui par exemple représentent la maison, qui va intégrer la tondeuse à gazon, la piscine, etc. Tous les univers sont intégrés et connectés les uns aux autres et sont utiles les uns aux autres. C'est-à-dire que si on peut surveiller le potager, on doit pouvoir aussi prévoir quelles sont les courses qu'on doit acheter en légumes frais en fonction des tomates qui poussent ou non dans le jardin, et on peut savoir si la tondeuse est passée aux côtés du petit et s'il est tombé dans la piscine ou pas. Enfin, tout ça, c'est cet effet systémique qui est recherché en permanence. Il y avait des robots partout, mais partout. Et chacun y allait de sa forme de robot différent. Il y en a qui prônent pour des robots non humanoïdes, d'autres qui prônent pour des robots humanoïdes. Enfin, vraiment, il y avait et tout le monde s'arrête sur les robots. C'est le truc qui fascine tout le monde. On est là, on le touche, on lui parle. Il y a une vraie appétence pour le robot. Donc, je rejoins Olivier sur Laurent Alexandre qui nous parle toujours de la menace de l'IA. On s'aperçoit que les gens ont un vrai goût d'interagir quand vous rencontrez un robot. Surtout quand il est plastique, vous interagissez. Après, je suis plus dubitatif parce que j'étais à Singapour et j'ai rencontré Sophia. Et là, elle a touché avec sa peau, j'ai eu plus de mal artificiel. Là, elle était à la température du corps humain et je vous avoue que c'était plus déroutant. Et puis, elle vous regarde, même si elle parle à partir d'une base de données, et que c'est extrêmement frustrant de la voir aller chercher les lignes de Wikipédia pour vous répondre. Il y a une autre chose qui nous a particulièrement frappé, c'est que les Américains, à la différence des Européens, s'attachent énormément à la sécurité des objets.
Pourquoi? Parce qu'ils ont un régime de la responsabilité qui est très lourd. Hein. Si vous perdez des données, vous pouvez vous être confronté à des procès de plusieurs millions de dollars. Alors que nous, on est très attachés à la privacy, ce qui fait des différences d'approche et des frustrations des deux côtés qui sont assez intéressantes. Vous rencontrez des start-upers américains qui vous disent « Nous, on aimerait avoir votre directive sur la e-privacy, ce serait génial parce que ça limiterait notre responsabilité. » Et vous aviez les start-upers français qui ont accroché notre secrétaire d'État au numérique, hein, Mounir Majoubi, en lui disant il faut arrêter avec cette directive sur la donnée privée, on ne va jamais pouvoir se développer, les Américains peuvent utiliser les jeux de données pour développer l'intelligence artificielle, nous on ne peut pas, etc. etc. La grande tendance était quand même la réinvention de la commande. Vous savez, jusqu'à présent, vous appuyez, vous tournez la clé pour démarrer une voiture. Maintenant, vous allez pouvoir parler d'accord, je vois que je suis un peu en retard, mais bon, vous allez pouvoir parler. Donc, cette réinvention de la commande, c'est quelque chose. On a vu des commandes qui étaient plus complexes, qui marchaient moins bien. C'était intéressant. Et aussi, le fait de faire faire. Hein, franchement, tout est dans l'idée qu'il faille faire faire à l'objet ce que l'on pouvait faire soi-même, au point qu'on ne sait même plus si on veut vraiment faire faire. Enfin, moi, je voudrais bien garder le jardinage, j'aime bien, donc il n'y a pas de raison. On a vu aussi l'utilisation des 5 sens. Alors, on les connaît, hein, parler, regarder, toucher, ressentir. Et il y avait l'odeur aussi. Ça m'a fasciné. Désormais, on aura peut-être des soupes en rayon dont on pourra sentir l'odeur. Alors ça, c'est une vraie nouvelle dimension pour le marketing. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas avoir l'odeur des produits que vous aviez. Et il y avait aussi un vrai souci de design et de confort. Et un point d'orgue, un point central qu'on retrouvait partout, c'est la digital detox. Hein, le fait qu'il y en avait marre d'être connecté tout le temps. Donc on vous vend des objets qui sont tout connectés et après on vous reconnecte pour vous détoxifier. C'était assez intéressant. Vous voyez, on peut dormir sur des matelas du futur hein, qui sont connectés mais qui vous déconnectent. C'est intéressant comme concept. L'analyse, pour faire vite, ce qu'on a vu à Vegas comme type de profil, c'est des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme pour entreprendre, qui ont une culture opérationnelle du code de la data, donc on sait que c'est devenu central, qui cherchent à être en empathie avec le client, ce qui n'est pas nouveau, mais ils le font désormais à travers des systèmes, et du coup ils en perdent de l'empathie, et on l'a vu sur le monde des seniors, considérer que les seniors vont porter des airbags, je ne sais pas, mais je ne sais pas où ils ont vu ça, eux, et être en capacité de repenser le monde, c'est pas si évident. On nous dit toujours, pour faire de l'IA, il va falloir repenser le monde. Ce qu'on en a vu, c'est surtout une réplication du monde. Voilà. Donc, il y a encore des cloisonnements entre les profils techniques et managériaux, ce qui nuit un peu à l'innovation et qui fait que ça reste un peu du stade du gadget. Juste pour aller encore assez vite, on voit qu'il y a un outillage des métiers, hein, tous les outils sont outillés, et je vous ai dit tout à l'heure sur l'enseignement, par exemple un usage massif des robots pour enseigner à la place des enseignants. Pourquoi pas hein, c'est pas une menace en soi, mais c'est aussi comment on veut faire les choses, et la vraie question, ça va être comment tout ça va rentrer dans un usage. On a fait un MOOC là-dessus pour aller un peu plus loin, où on a cherché à identifier quelles étaient les compétences du futur pour travailler avec l'intelligence artificielle. Si vous voulez, c'est sur FunMOOC, hein, c'est un MOOC donc, qui est la plateforme de l'enseignement supérieur. Et on a également tiré quelques enseignements sur la transformation de l'organisation. On voit bien que la fait d'introduire des capteurs dans l'entreprise, hein, dans les systèmes, des objets, eh bien, ça va transformer la manière de saisir les datas. On voit bien qu'on passe moins de temps à faire du contrôle dans les organisations, mais on va faire plus du monitoring, hein, beaucoup de dashboards. On voit aussi qu'un certain nombre de décisions vont être assistées à minima par les intelligences artificielles et peut-être également prises à la place de l'humain. Et ça oblige, et ça, de manière fondamentale, et j'en finirai là, hein, rassure-toi Christophe, on va passer, cette révolution ne va être possible que si on change les process. À l'heure actuelle, notre manière de s'organiser, l'organisation dans l'entreprise, est essentiellement basée sur le contrôle, c'est-à-dire que vous avez une vision qui est hiérarchique et vous allez transmettre aux différents échelons. Dans le futur, du fait de l'automatisation et de l'autonomie, il va falloir aussi rendre les humains plus autonomes et les équipes plus autonomes. Et du coup,
il va falloir changer la manière de process et toute cette partie feedback, toute cette partie hyper contrôlante de l'entreprise est en train d'être complètement impactée par ces nouvelles technologies. Et ça, c'est souvent ce qui coince dans les organisations. Hein, on a pensé objet, on a pensé système d'information, on a pensé intégration, on a expérimenté. Et quand on arrive à la scalabilité, ça ne fonctionne pas parce que le formulaire machin, il est bloquant. Parce que telle donnée qu'il fallait agréger, elle n'est pas encore rentrée dans le système. Donc si on n'aide pas, hein, c'est un peu comme la preuve dématérialisée en droit qui a permis le lancement du e-commerce, si on n'enlève pas le contrôle et qu'on passe pas au monitoring, on n'y arrivera pas. Et donc nous, on fait ça avec le Learning Lab, on accompagne sur le futur du travail et sur le futur du learning. Voilà, j'ai fait au plus vite. Super, merci beaucoup Isabelle.